Chaque langage de programmation nous apporte quelque chose de bien spécifique et nous permet de nous devenir plus forts dans un domaine particulier. Par exemple, en ayant appris JavaScript, sans le savoir, vous avez appris des choses très spécifiques à la programmation fonctionnelle. Le fait qu'une fonction puisse prendre un paramètre une fonction et pourquoi pas retourner une autre fonction, c'est pas quelque chose qui allait de soi. Ensuite, si vous avez greffé à JavaScript, bon, on va pas parler du côté aussi orienté objet qui a été introduit par JavaScript, même parce que derrière, il y a quand même beaucoup de sucre syntaxique toujours. Il y a quand même toujours les prototypes qui sont derrière. Mais bon, ça initie quand même bien à la logique de classe. Mais on est encore bien loin de ce que permettent de faire des langages comme Java ou C# et tant d'autres. Si bien que ce supplément, on l'a eu avec TypeScript. Avec TypeScript, comme le nom l'indique, c'est les types qui sont arrivés. Donc on a du typage fort, ce qui permet au moins, pendant qu'on programme, d'avoir des garde-fous quand on fait des erreurs sur certains types attendus. En même temps, ça nous a poussé aussi vers les génériques. Moi, je viens du C#, donc il y avait des génériques en C#, puis il y en a aussi, je crois, en Java, et il y en a dans beaucoup d'autres langages typés, justement parce que ça vous évite, les génériques, de créer des fonctions qui font la même chose, sauf qu'elles attendent en paramètres des paramètres de types différents. Alors qu'avec tout ce qui est typage et avec un langage comme TypeScript, on se rapproche aussi d'autres langages, de nouveau comme C# ou Java. Je cite ces deux-là parce qu'en fait, ils sont toujours très demandés dans les grands comptes et ils le seront encore certainement pour longtemps. Et là, donc, ça familiarise aussi beaucoup avec l'interface. Donc au lieu d'avoir une logique de spécialisation, comme on est habitué à le faire avec les langages programmés objets, où on va avoir une classe par exemple type animal, et puis ensuite en animal vous allez spécialiser la classe en héritant de cette classe vers une classe chat, et puis ensuite vous aurez une classe spécialisée de chat qui sera siamois par exemple. On se rend compte que cette logique est souvent en compétition avec une logique davantage de contrat, ce qu'on a avec les interfaces où, par exemple, imaginez que vous ayez deux objets, une voiture et une valise, c'est très dur de faire un héritage, et pourtant les deux on sent bien qu'elles ont quelque chose de commun, c'est qu'elles roulent. Et c'est là que les interfaces apportent ce gros plus, du fait qu'au lieu d'hériter, de spécialiser un objet par rapport à un autre, ou une classe par rapport à une autre, on passe un contrat avec l'utilisateur de notre classe, on dit ok, moi, ma classe, elle s'engage à vous proposer une interface roulable, elle s'engage à vous fournir une fonction qui permettra de faire rouler l'objet, peu importe que ce soit une voiture, une valise, un caddie, ce que vous voulez. Là, de nouveau, c'est des logiques de programmation qui ont été rendues possibles parce que le langage permettait des choses plus élaborées comme le typage et les génériques. Et c'est pour ça qu'on peut dire au bout d'un moment, tiens, en tant que développeur JavaScript qui est passé à TypeScript, comment est-ce qu'on peut élargir encore le champ des possibles, de ses propres possibilités, et de voir ce qu'on peut faire en plus. Il y a une chose qui paraît évidente en 2023, c'est qu'en ce moment, on va regarder une vidéo sur un ordinateur, et il y a de très fortes chances que cet ordinateur, il ait un processeur qui a plusieurs corps. Or, à l'époque où les langages qu'on utilise ont été créés, c'était pas la norme. Or, il y a des langages plus contemporains qui tirent profit du fait qu'un processeur a plusieurs cœurs, et qui sont capables du coup de paralléliser ce qu'ils font au niveau au niveau des cœurs de votre processeur. Certains d'entre vous doivent deviner quel est le langage que j'ai en tête, et donc si on apprend ce genre de langage, on peut se dire tiens, du coup on est naturellement porté à s'intéresser à tout ce qui est accès concurrent, donc tout ce qui est multithreading. Alors le multithreading ça existe depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui est toujours un peu plus délicat à implémenter. Le cas classique étant que vous pouvez avoir une variable à laquelle vous voulez accéder, vous essayez d'y accéder depuis un thread, et à ce moment-là, peut-être qu'un autre thread essaiera d'accéder à cette ressource. Alors il y a eu des solutions qui existent depuis bien longtemps, qui vous permettent de verrouiller la ressource, le temps que vous l'utilisez, pour que personne d'autre vienne la modifier. Mais ça, c'est le genre de concept auquel on n'est pas habitué quand on vient du JavaScript et uniquement du JavaScript, parce que JavaScript est un mono-threadé, vous avez toute cette event loop, vous avez dû voir ça des dizaines de fois. On a tous vu ces démonstrations de serveur Node, c'était au lancement de Node, que malgré son thread unique, il y avait la possibilité pour ce serveur Node de prendre en charge énormément de connexions alors qu'il avait qu'un seul thread. On a aussi le fait qu'on dépasse les limites du mono-threadé en ayant des promesses qui nous permettent, aussi bien côté client, parce que la Node, ce que je vous citais, c'était pour le côté serveur, mais côté client, on peut très bien faire plusieurs requêtes vers par exemple plusieurs API REST. Admettons que vous avez un site, puis vous devez accéder à l'API REST qui vous donne la météo de la ville de la personne qui accède à votre site, et puis un autre qui va récupérer tout ce qu'il a mis comme en favori. Peut-être que c'est parce que vous avez un site d'annonce, et puis vous aurez peut-être une troisième requête ailleurs pour récupérer encore d'autres choses. Ça, on sait qu'avec promise.all, on peut le faire, c'est plié, on n'a pas besoin de s'intéresser à d'autres choses. Et pourtant, vous voyez bien que le goût d'étranglement avec les langages mono-threadés, ils seront ailleurs. C'est ce qui m'a poussé, comme je le fais tous les ans à peu près, ou tous les 2 ans, ça dépend si je suis en mission ou pas pendant l'été,
m'intéresser à des langages plus modernes. Dans les langages modernes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Go et Rust qui sont très souvent cités. Et puis là, si vous commencez à creuser, vous vous rendez compte que les fans de Go, ils vont dire que c'est Go qui est bien mieux parce qu'il est plus facile à apprendre. Enfin, le ratio effort investi sur efficacité, il est bien plus important qu'avec Rust, où effectivement, il sera souvent plus puissant, plus performant, mais la courbe d'apprentissage est monstrueuse et vous allez avoir des points de souffrance successives avant de pouvoir être aussi opérationnel qu'avec Go. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu voir ce qu'en pensaient des gens qui sont experts à la fois en Go et Rust. Et si vous connaissez The Primeagen, je sais même plus comment il prononce son nom, c'est un gars qui a bossé chez Netflix, qui était senior développeur chez Netflix, et donc lui, il le dit clairement, son langage de prédilection c'est Rust, et pourtant, dans de nombreux cas de figure, il n'hésite pas à utiliser Go, notamment dans les cas de figure comme les nôtres, en tant que développeur web, avec le simple fait que Go a été énormément utilisé pour créer des microservices, dans tout ce qui est environnement cloud, et aussi par les DevOps, puisque Go est un langage compilé, contrairement à JavaScript et TypeScript, et la vitesse à laquelle une application Go se lancera sera bien plus rapide, ce qui est très intéressant dans le cadre où vous avez plusieurs scripts qui devront s'exécuter successivement. Ce sera un gros plus. Ça sera dans le cas des DevOps. Et pour nous, en tant que développeurs web, ce qui va compter énormément, c'est les performances que vous pourrez avoir concrètement en réponse qu'un serveur, par exemple, vous créez un serveur web avec Go, voir comment il gérera un certain nombre de connexions simultanées, et aussi bien en termes de vitesse de réponse, combien de temps concrètement il répondra à un client, et surtout, à mesure que le nombre de clients augmentera, comment se comportera un serveur Go par rapport à un serveur TypeScript. J'ai voulu voir s'il avait sorti un benchmark, parce que je sais qu'il faisait beaucoup de benchmarks. J'en ai trouvé un qui date de 2022. Même si on est certain, on n'a pas de souci à se faire au niveau de JavaScript et TypeScript. Côté client, ça reste extrêmement demandé. Mais côté back, personnellement, je vois pas tant que ça. Je vois pas, dites-moi en commentaire si c'est votre cas, mais je vois pas beaucoup d'offres d'emploi ou de missions full stack JavaScript. Bien souvent, en front, il y a du JavaScript, et notamment un framework qui vous sera demandé, même pas apprécié, il sera souvent exigé, et puis un deuxième souvent apprécié. Mais côté back, souvent, vous aurez autre chose qu'une techno JavaScript. En gros, vous aurez très souvent, alors si vous voulez jouer à la sécurité, c'est Java et C# dans les grands comptes. PHP également dans des grands comptes. Moi, j'ai fait une mission en Zend, ça va vous faire sourire si vous êtes développeur de PHP. Je ne sais même plus si Zend existe toujours. Mais bon, c'était un des premiers frameworks MVC que j'avais utilisé. Et puis maintenant, forcément, Laravel Symfony, utilisé chez énormément de clients. Donc si vous voulez jouer à la sécurité, inutile de s'intéresser à Go et Rust. Mais de nouveau, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les langages plus récents, comme Go ou Rust, ont apporté. Et surtout, comme je vous le disais, Go est en train de monter. Je l'ai même vu apparaître dans des offres d'emploi, de CDI, où étaient demandés des profils front. En l'occurrence, c'était du React en front, mais qui appréciait la connaissance de Go. J'ai dit, tiens, ça commence à frétiller un peu. Sinon, on le voit surtout dans du DevOps. Si vous êtes sur cette chaîne, vous n'êtes probablement pas DevOps, vous êtes probablement développeur ou développeuse web. Donc, c'est plutôt la partie back qui vous intéressera, sachant qu'en front, vous utiliseriez votre framework de prédilection. Et vous allez voir que ce benchmark est très intéressant. Alors, le Primeagen, c'est lui. Voilà. Un gars complètement allumé. Mais ça rend ses vidéos très vivantes, voilà, The Primeagen. Benchmark qui va porter sur TypeScript opposé à Go. Et là, pourtant, son client, qui va servir à faire des requêtes vers un serveur TypeScript et un serveur Go, il l'a écrit en Rust, vous pouvez constater .rs. Puis aussi, là, il n'y a pas de doute, vous avez le type mutable, vous avez Tokyo, on est en Rust, il n'y a pas de doute. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'envoyer un message depuis des sockets, et donc d'envoyer un message qui comporte un timestamp, ce sera le temps actuel, un message et un nombre à incrémenter. Alors vous voyez de nouveau quand je disais qu'il s'intéresse aussi bien à Rust ou Go, donc lui il prend pas part à ces guerres de clochers, sachant que quand je disais quelqu'un qui aime Rust, il vous dira qu'il faut choisir Rust, malgré la courbe d'apprentissage très raide. Et quelqu'un qui aime Go, il vous dira de prendre Go, même s'il sait ou ne reconnaîtra pas que Rust est plus performant, il mettra en avant le fait que l'apprentissage est plus facile. Et c'est vrai que c'est pas usurpé. Moi, j'ai fait quelques POC avec Go, et je confirme que c'est aussi facile à apprendre que TypeScript. Et ensuite, vous avez des choses en plus, comme notamment les Go routines pour tout ce qui est multithreading. Mais là, on en parlera une autre fois. C'est juste pour vous montrer la différence de performance qu'il y a et pourquoi est-ce que ça peut être pas mal de considérer d'autres langages en plus de JavaScript ou TypeScript. Simplement à l'aide de ce benchmark, vous pouvez voir que si TypeScript supporte tout à fait la comparaison, là on peut voir que là on a 500 clients
qui font une connexion sur le même serveur. Il a pris le même serveur sur un petit serveur, une petite machine virtuelle, la plus bas de gamme possible. Eh bien, vous pouvez voir que ça, c'est du temps. Donc, ça prend à peu près 60 millisecondes de durée moyenne de réponse. Quand vous avez 500 clients, vous voyez que là, on a Go, qui a quand même l'avantage, parce qu'évidemment, moins le nombre de millisecondes sera élevé, plus le temps de réponse est rapide entre chacun des clients qui envoie le message qu'on a vu à l'instant et le temps de réponse de ce message à ce même client. Et là, c'est TypeScript. On se dit, ok, TypeScript est un peu plus lent, c'est pas grave, les clients ne sont pas non plus à quelques 5 ou 10 millisecondes en moyenne de différence, ça change pas grand-chose. Là où les choses commencent à prendre une autre tournure, vous pouvez voir que quand vous avez 1000 clients, donc simplement le double, vous pouvez voir que là, on a quasiment, si c'était de la Big O Notation, on serait sur un O de 1, là. Vous pouvez voir que Go bouge quasiment pas. À mesure que rentrent les nouveaux clients, par grab, je ne sais plus de combien, il les faisait rentrer par grab d'une centaine de nouveaux clients, Go a quasiment les mêmes performances. Donc le taux de réponse reste à peu près de 60 millisecondes, là où TypeScript commence vraiment à souffrir. Et bon, vous vous doutez bien qu'ensuite, ça aurait pu rester à peu près dans ce genre de configuration avec 1500 clients, donc 1500 sockets, c'est pareil qu'ils font des requêtes vers les serveurs. Comme je vous disais, d'abord le serveur TypeScript, puis le serveur Go, donc c'est sur les mêmes machines. Là, vous pouvez voir que TypeScript est en train d'exploser. Ça donnait un temps moyen de réponse de 2 secondes, et là, ça commence à se sentir donc pour un client qui fait des connexions à votre serveur. Tandis que, vous avez vu, Go, il reste quasiment sur en moyenne 60 millisecondes. Donc pour ma part, j'en suis au stade où je suis en train de créer des POC en Go. Et pour m'être attaqué à Rust il y a 2 ans, au bout d'une centaine d'heures de pratique de Rust, je m'étais bien familiarisé avec les spécificités de Rust, notamment tout ce qui était borrow checker pour la façon dont il gère la mémoire. Mais j'en étais pas au stade où je pouvais commencer à m'amuser, comme c'est le cas avec Go. Effectivement, je trouve que la facilité d'apprentissage, notamment si vous venez de TypeScript, parce que de JavaScript à Go, la marge sera un peu élevée du fait que vous aurez tout ce qui est généricité, et encore, vous n'êtes pas obligé de vous en servir dans tous les programmes que vous créeriez en Go. Toute la partie typage aussi, à laquelle vous ne seriez pas familiarisé si vous venez de JavaScript. Mais venant de TypeScript, la marche à franchir pour passer de TypeScript à Go, elle est quand même aisée. Je vous ferai une autre vidéo sur le cheminement qui m'a permis de pouvoir créer mes premiers POC en Go assez facilement. Mais voilà, je voulais savoir, vous, comment est-ce que vous faites pour élargir votre horizon? Après, de nouveau, si vous n'avez pas le temps, pas l'énergie, il n'y a absolument aucun problème. Restez sur vos technos, c'est absolument pas critiquable, parce que on a tout ce que 24 heures dans une journée, on a nos obligations de la vie privée à côté. Mais parfois, au bout d'un moment, est-ce que vous avez ce sentiment aussi que, à rester uniquement sur les technos, dans sa zone de confort, pour le dire vite, votre horizon se limite par l'habitude d'avoir toujours affaire au même concept, là où dès qu'on élargit un peu plus sa zone d'exploration, si on peut dire, de nouveau, ça aurait pu se faire avec C# ou Java. Mais avec des langages plus récents, on Go a presque une quinzaine d'années, je crois qu'il a été créé en 2009, on se rend compte qu'on a affaire à de nouveaux concepts. Alors, est-ce que vous avez l'impression, parfois, qu'à rester sur vos langages de prédilection, ça vous limite, ou est-ce que vous avez plutôt une logique à vous dire, je vais plutôt apprendre, pousser vers des choses que je maîtrise pas bien dans mes langages de prédilection pour pousser la chose plus loin? Ou est-ce que vous aimez panacher et voir un peu ce qui se passe dans d'autres univers pour voir quelles sont les réponses auxquelles répondent des langages, comme je disais, comme Go ou Rust, qui sont plus récents et donc qui ont aussi en tête des types d'applications qu'on crée aujourd'hui, qui sont fortement distribuées, sur aussi de l'équipement qui a changé. Sachant que de nouveau, je ne suis absolument pas dans le bashing de tel ou tel langage. Moi, je suis convaincu que C#, Java et PHP sont là pour durer encore sans doute des décennies. N'hésitez pas à me dire comment ce que vous faites en ce moment, vers quoi vous creusez quand vous avez un peu de temps et d'énergie. Allez, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.